moi, au bout de 3 semaines, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois? Le petit, c'est pas normal, et je dois essuyer des phrases, mais des phrases d'une violence, Audrey. Oui, un bébé qui pleure, c'est normal, des gens qui le tiennent dans les bras pendant qu'il pleure, ben, pleure, ça te fera les poumons. Ah. Heu, Tu une jeune maman, arrête, des médecins m'ont dit: «Vous êtes une jeune maman, c'est vous qui stressez votre enfant et il est dans cette étape à cause de vous». Bienvenue dans ce nouvel épisode en compagnie de Naël. Aujourd'hui, on va parler de choses qui ne sont pas rares, malheureusement. On va parler de dépression du postpartum. On va parler d'une mère qui a été blessée à l'accouchement, qui va physiquement être diminuée. On va parler donc de cicatrices du périnée, très importantes et invalidantes. On va parler de bébés RGO, de bébés qui ont des reflux gastro-œsophagiens et qui donc ne peuvent pas être posés. On comprend bien la difficulté. On va parler de mères isolées, on va parler de mères incomprises et d'une société qui ne comprend pas que l'on peut être mal physiquement et psychologiquement après avoir un enfant quand tout ne se passe pas bien et surtout quand on ne peut pas dormir. C'est vraiment un épisode d'utilité publique, comme à chaque fois, et je vous en remercie. Merci Nel pour ta confiance et aujourd'hui pour ton amitié, car depuis l'enregistrement de cet épisode, nous sommes devenus amis et je te remercie 1000 fois. Elle est vraiment une femme d'une grande résilience et surtout vraiment d'une grande générosité d'avoir partagé ici autant de son intimité et de son parcours personnel et de son devenir mère en fait. Merci 1000 fois, c'est un épisode qui va faire du bien à énormément de femmes et de familles. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous laisse avec Naël. Bonjour Naël, bienvenue dans le podcast. Merci. Je suis super contente après avoir papoté pendant 35 minutes qu'on lance enfin l'enregistrement. Je suis très très heureuse de te recevoir sur le podcast. T'es une super rencontre. Je le savais déjà avant qu'on parle, mais maintenant encore plus. T'es une super résiliente aussi, super nana. Il se trouve que par le hasard de la vie, on a en plus vécu des choses similaires, donc je me sens encore plus proche de toi. Est-ce que tu veux bien te présenter comme tu le souhaites pour ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour cette jolie intro, très touchante. J'espère, vraiment pouvoir, apporter ma petite, pierre à l'édifice. Je suis Naëlle, j'ai 33 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a bientôt 2 ans, qui aura 2 ans en janvier. Je vis en région parisienne, je travaille dans le marketing et je suis une ancienne sportive. Encore un peu quand même. Encore un peu quand même. Pas au même niveau, pas dans le même sport, mais encore un peu quand même, tu as raison. Alors, tu vas nous parler de tout ça parce que le lien à la résilience et au sport et aux cicatrices, tout ça, c'est lié. Tu sais que sur le podcast, on parle de cicatrices, qu'on dit qu'il n'y a pas de super-héroïne, il n'y a pas de cicatrice, pardon, sans super-héroïne. Bah, les deux, ça va dans le même sens, mais pas de cicatrice sans super-héroïne. T'en es une. Encore une fois, pas parce que on est des Wonder Woman, mais parce qu'on met un pied devant l'autre et que tu es debout devant moi et c'est pas peu de le dire parce que tu vas nous expliquer par quoi tu es passée. On va essayer de pas pleurer toutes les deux. C'est pas peu de dire que la résilience et le fait d'être super-héroïne, c'est de mettre un pied devant l'autre malgré ce qu'on vit et nos cicatrices. Du coup, est-ce que tu veux bien un petit peu nous dire de quelles cicatrices au pluriel tu veux qu'on parle aujourd'hui? Oui, alors il y en a 2. Il y en a une qui est physique suite à un accouchement qui a été assez compliqué et je pense qu'il y en a une autre, mais qui se décline et qui a différents visages en fonction du temps. C'est, des cicatrices, presque émotionnelles, je dirais, liées à, l'accouchement, la pathologie qu'a eu mon enfant, la dépression postpartum que j'ai faite, heu et un gros, gros manque de confiance, qui revient très souvent dans le corps médical. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est la vérité. Ah oui, parce que en fait, tu as été à la fois, tu as rencontré des soignants géniaux qui t'ont bien accompagné, tu vas nous en parler, et en même temps, tu as manqué d'écoute aussi. Complètement. Ouais, mais c'est malheureusement souvent le cas, et sache que tu n'es pas la seule à vivre ça. Mmh. Par quel, comment tu veux commencer? Peut-être peut-être que c'est l'accouchement le déclencheur. Tu veux peut-être nous C'est ça. expliquer un petit peu ce qui s'est passé et comment cette cicatrice est arrivée dans ta vie? Mmh. Alors, j'ai eu un accouchement donc moi, mon petit a décidé de rester un peu plus longtemps que ce qui était prévu.
Donc, il a dépassé le terme de 4 jours. Donc déjà, tu arrives dans un contexte où il y a le Covid. Ah oui. Tu dois venir chaque jour à l'hôpital pour te faire examiner. Et il m'avait dit à ce moment-là qu'au 5e jour, prêt ou pas prêt, je passerai par un déclenchement. Apparemment, il l'a entendu parce qu'il a attendu le 4e jour pour se dire on y va. Donc, je vais à 13h à l'hôpital. Ils me disent oui, effectivement, vous commencez le travail, mais on ne peut pas vous garder. Revenez quand vous avez des contractions à telle fréquence. Et pourquoi ils pouvaient pas te garder? Parce qu'ils n'avaient pas assez de lits. Ah oui. C'était en période de Covid. Donc, ils m'ont dit, écoutez, vous comptez tant de contractions à la minute. Quand vous arrivez à ce rythme-là, vous revenez nous voir. Il était 23h quand j'ai dû revenir. Donc, je suis Ah passée oui. de 13h à 23h en ayant une montée de douleur. À 23h, on y va. Euh, et là, je suis juste dilatée à ce qu'il faut pour être prise en charge. Mais ça va encore durer, en tout, ça va durer 17 heures. Ah ouais. J'avais, pendant que je suis prise en charge, le cœur du petit ralentit une première fois. On me dit qu'on va me passer au bloc pour une césar si ça ne reprend pas. Ils attendent un peu et en fait, ça repart assez bien et il est OK pour me laisser enfin, où je suis. Le cœur ralentit une deuxième fois et là, ils me disent, écoutez, c'est pas possible, on a peur de prendre un risque, on va passer en césar. Il commence à pousser le lit à roulettes pour me faire passer le couloir. Et là, je leur dis, s'il vous plaît, juste faites-moi confiance. On attend encore une fois. Euh, et si vraiment, vraiment, vous me dites que c'est non, j'accepterai la césar, mais c'est pas mon projet de naissance. Moi, tu vois, je voulais un accouchement par voie basse, en position physiologique, etc. Donc, quand on m'a annoncé ça à 2 reprises, mais bon, en même temps, tu entends une donnée qui est quand même Bah bien le cœur sûr, du bébé. bien sûr. Ouais. Donc, finalement, j'arrive à accoucher par voie basse, mais il met un peu de temps. C'est là où j'ai découvert qu'en France, apparemment, on avait 30 minutes Oui. pour accoucher. On accepte de me mettre sur le côté, mais il descend pas. Et il me restait quelques minutes avant que les 30 minutes s'écoulent. On me remet sur le dos et là j'entends, écoute, il descend pas. Enfin, c'est la personne que j'ai en face qui parle à sa collègue. Il descend pas, appelle les médecins et on va utiliser des outils. Et le mot outil, mais ça a été un déclencheur. Parce que j'ai eu la chance d'être par contre super bien préparée dans tous les aspects positifs et négatifs que peuvent rencontrer des femmes qui accouchent et après par une super sage-femme. Je lui fais une grosse dédicace d'ailleurs, elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Et quand j'ai entendu le mot outil, j'ai poussé, mais je ne sais pas avec quelle force parce que j'avais eu la péri et donc je sentais plus rien du tout. Et mon mari me dira, je t'ai jamais vu dans cet état-là quand on en a reparlé. Euh, et donc, si tu veux, il sort, mais il sort perte et fracas, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à parler de ma cicatrice physique. Ouais. Donc, j'ai eu des points internes et externes. Euh, Moi, on m'a dit que je n'avais pas un périnée complet, donc j'ai pas une déchirure du périnée complet, c'est ce qui m'a été dit. Néanmoins, avec autant de points de cicatrices, t'imagines l'impact que ça a. J'ai pas pu marcher complètement me lever pendant 2 semaines. Et après, la marche a été extrêmement difficile pendant à peu près allez, un mois et demi. J'ai pas fait de sortie avec mon petit avant cette date-là. Ouais, parce qu'en fait, parfois, je sais pas si le staff est toujours bien au fait, c'est qu'il y a périnée complet et périnée complet compliqué et qu'en fait, pour eux, si le sphincter anal est pas fissuré ou coupé, c'est pas un périnée complet compliqué. Or, ça peut être un périnée complet, en fait et c'est ça que tu as eu? Peut-être, sans le savoir. En tout cas, moi, parce que j'ai demandé après qu'on me débriefe. En fait, à l'accouchement, j'ai pas pu garder mon petit. J'étais recousue et Ah c'est ouais, le papa qui était à côté de moi qui avait le petit sur lui pour faire du pot à pot. d'accord, Euh, Bizarrement, j'ai pas eu cet état de transe dans le sens où j'ai tout de suite repris connexion avec le réel et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai des points, expliquez-moi. Vous avez d'accord, quelques points, il n'y a rien de grave, on recoue ça et vous allez pouvoir profiter de votre bébé. Voilà ce qui m'a été dit. d'accord. Et
après en consultation en ville où j'ai pu reprendre contact avec ma super sage-femme qui m'a expliqué: «Oui, il y a tel et tel point» et en fait, tu en as 17 quoi. Ouais, c'est ça et donc c'est un périnée complet, en fait. Ça d'ailleurs, pour ceux qui veulent un peu en savoir plus, sur le site de Wounded Woman, il y a un article sur le périnée complet et périnée compliqué avec les 4 phases, parce qu'il y a 4 phases, en fonction de ce qui a été coupé et donc voilà, je remettrai dans les sources, mais allez voir, pour en savoir un peu plus. Mais ce que moi je voulais te demander, c'est que comme tu es sportive, et que voilà, tu es athlète, quand tu entends que tu as des points et cetera, est-ce que tu comprends, parce qu'à ce moment-là, tu te lèves pas encore, est-ce que tu comprends que ça va être compliqué de te mettre debout, compliqué de marcher? Dans quel état d'esprit tu es? Du coup, tu as peur? Et est-ce que tu as eu vite mal aussi? Comment tu te sens? Et c'est ce qui amène à la cicatrice physique, la première. Donc, pour la faire courte, on m'a dit que j'avais 17 points, internes et externes. Ce qui a eu comme conséquence, ben, pendant 2 semaines, j'étais alitée, je pouvais vraiment plus marcher et après, le fait de marcher, alors sur des super courtes distances, hein, au début, c'était, chambre, salle de bain, chambre, couloir. Hem, j'ai pas fait de sortie avant 1 mois ou 1 mois et demi, je te dirais. Et du coup, comme l'équipe t'avait rassurée, et que toi, tu es athlète, en plus, tu es sportive, comment tu as pris, déjà, à quel moment tu t'es rendu compte que physiquement, en fait, il s'est quand même passé quelque chose et où tu as commencé à te poser des questions? Est-ce que c'était dès la chambre à la maternité ou c'est au retour à la maison? Comment tu t'es sentie? En fait, si tu m'avais posé cette question au moment où je le vivais, je t'aurais dit: «Je sais pas». Mais maintenant avec le recul, c'est devenu un puzzle qui s'est assemblé. Il y a des flashs, en fait, qui reviennent et la somme de ces flashs-là me font comprendre que, ben, oui, il y a eu plein de petites alertes que je n'avais pas écoutées, en fait. La première, on m'a remontée, en fauteuil roulant. Quand Ouais. je voyais d'autres femmes repartir en chambre, bon oui, elles avaient pas la marche la plus fluide qui existe, mais elles pouvaient prendre l'ascenseur, enfin et moi, on m'a poussée en enfin voilà, on m'a dit: «Non, vous inquiétez pas, on va vous passer du, fauteuil roulant au lit». Enfin, c'est pas non plus un truc incroyable, tu vois? Il y avait position assise, le lit était descendu, je suis pas arrivée. Quand j'ai eu besoin d'aller, aux toilettes, là, j'ai capté que non, c'est pas possible. Une peur en plus psychologique Bien sûr. adossée à une douleur physique. Les douches, c'était impossible. Enfin, moi, je me souviens d'un moment où je hurlais et tu avais, une personne du staff médical qui rentre, qui fait: «À mon mari, c'est pas normal que votre femme, aux toilettes, elle hurle comme ça». Il y a eu plein de petites choses, tu vois? Après le fait, ben alors athlète, c'est très flatteur, mais oui, sportive, oui. En tant que sportive, ne plus avoir accès au mouvement, Ouais, ben, en fait, tu es emprisonnée à l'intérieur de toi-même et tu te rejoues le scénario. ouais. Accouchement difficile, je peux pas bouger, pourquoi ça m'arrive? Ces douleurs-là, je le sens pas, mon Ouais, corps, puis je je le les connais reconnais pas, c'est des douleurs voilà, inédites. je le reconnais pas. Moi qui étais Ouais, dans un sport, que bon, j'étais un touche à tout au niveau du sport, mais j'ai vraiment concrétisé à un certain niveau la danse. C'est un sport où tu es hyper dans le contrôle physique, des émotions, de l'image que tu redonnes de toi. Là, tout partait à la volo. Je touchais des endroits, je savais même pas qu'ils existaient. Ma sage-femme m'avait dit: «Prends dans ta valise de maternité un miroir et n'aie pas peur de regarder». Je savais que j'avais cette option, tu vois? Mais je l'ai pas fait, jusqu'à la sortie de la maternité. En ouais, plus, il a perdu du poids, donc le séjour en maternité était plus long. En période de covid, personne ne pouvait venir me voir. Ils avaient ouais, fait une dérogation pour que mon mari puisse parce que et là aussi, je me dis: «Pourquoi ils ont fait cette dérogation?» Parce qu'à mon avis, ils ont tilté, qu'il y a eu quelques complications et que psychologiquement, j'avais besoin d'un allié. Pour te dire, mes parents venaient sur le parking le soir et j'ai présenté mon fils, à la fenêtre? comme ça, à par la fenêtre et il Ouais, me c'est faisait fou. des coucous et voilà, enfin, c'est pas C'est une période forcément dure, ouais. Le ouais, Covid, franchement, c'est inédit. Toutes les femmes qui ont accouché pendant le Covid, pendant toute cette période, vous êtes incroyables parce que ça me fait des frissons parce que entre les conjoints pas là, les familles pas là, le corps en vrac, l'isolement, le staff hyper stressé, le staff malade. le staff malade. Ouais, franchement, vous êtes vraiment des warriors. Et oui, donc peut-être complication pour toi, c'est qu'on te dise, bah non, vous avez des points, mais tout va bien, rien de grave. Et puis en fait, toi, tu fais le constat que bah, il y a peut-être rien de Voilà. grave, mais je suis quand même drôlement amochée, quoi. Ouais, exactement. C'est la différence entre le son et l'image. Le discours qu'on m'a tenu et moi, la peinture que je suis en train de refaire sur moi-même, tu vois? Ouais.
Mais bon, Et du coup, le retour à la maison, comment ça se passe? Comment tu te sens? Et comment, enfin, maintenant avec le recul, tu m'as parlé de dépression, du mmh. postpartum. Comment c'est arrivé en fait? Alors, une image, qui sera tout le temps associée à mon retour, c'est mon papa qui vient me chercher à la maternité et déjà là, tu vois, j'avais une bouée pour, m'asseoir. Tu vois, c'est encore plein de petits trucs qui s'associent et qui s'additionnent et qui me font dire que oui, bon et donc je rentre à la maison, écoute, tout va bien et je bascule, au moment où mon petit, heu, a des crises, en fait, de douleur que j'arrive pas pour l'instant à identifier et que j'identifierai plus tard parce qu'il a un RGO. Heu, donc ce retour se passe bien et les 3 semaines, c'est vraiment le momentum qui me fait basculer. C'est un bébé qui dort pas, mais quand je dis dort pas, c'est pas les expressions qu'on entend de jeunes parents: «Oh, c'est fatigant». Il ne dort pas. Ouais, il dort 20 Police, minutes max. voilà, des Ouais. micro-siestes de Mmh, 20 minutes, si on en avait une la journée, c'était grandiose. mmh. Toutes les 30-45 minutes, la nuit, ça se réveille, ça hurle. Ouais. C'est un bébé qu'on ne peut pas mettre à plat. Mmh. C'est un bébé qui doit être porté en écharpe H24. Je devais aller aux toilettes avec le bébé en écharpe. C'est un bébé qui régurgite tout le temps, c'est un bébé, tu le vois, il a les poings serrés, il a les jambes pliées. Tu sens, même si c'est ta première semaine en tant que maman, que ça m'a pas l'air d'être un corps qui exprime un certain confort. En plus, il est né avec un torticolis qu'on n'a pas enfin, qui n'a pas été reconnu, sous couvert que j'étais une maman, que c'était ma première fois, que j'étais une jeune maman, pardon, que c'était ma première fois, que je me faisais du souci. Mais en fait, pendant 2 mois, j'ai un bébé qui ne pouvait pas tourner la tête. Donc tout ça fait que, ça m'a pas aidée à embrasser mon rôle de maman Surtout que tu dès voulais la allaiter en plus. ça, ça a été un combat que j'ai gagné. Malgré le torticolis, bravo, parce Ouais, que ça, c'est malgré pas le facile, hein. torticolis, non. Heu Et ça, si tu veux, c'est la sphère dans laquelle, ben, je suis rentrée chez moi en étant maman. Donc elle Ouais. aide pas forcément à ce que psychologiquement, après un effort physique qui est pas des moindres, l'accouchement, qui a duré 17 heures me concernant, avec complications, avec, la peur qu'un cœur ralentisse un peu trop, un staff médical qui répondait pas à mes questions, un débrief que j'ai jamais pu avoir, que j'ai dû aller chercher, enfin que j'ai eu in fine, mais pas par ce corps médical-là et que j'ai dû moi-même aller chercher. Et tardivement. Tardivement, ouais, ça te donnait un contexte, qui était pas facile. Après, dans cette difficulté, j'ai eu les parents de mon mari qui n'habitent pas du tout ici, donc qui sont du sud de la France et qui sont venus très rapidement, mais qui viennent aussi avec leur lot d'analyses et de phrases qui, quand tu te sens vulnérable comme ça, quand tu sens que tu es en train de basculer psychologiquement, peuvent aussi avoir un aspect, de poids supplémentaire, tu vois? C'est-à-dire? C'est-à-dire que logistiquement, heureusement qu'ils ont fait, le choix de venir pendant le premier mois, mais ils sont venus avec des valises aussi de commentaires et de phrases qui peuvent parfois, être sujettes à soit une mauvaise interprétation, soit un Maladroite. voilà, exactement. Donc ça, c'était difficile aussi à gérer. Je sais que moi, ma sœur a pas compris que les premiers mois, j'étais pas forcément dans une joie extrême autour de la maternité. Mes parents me reconnaissaient pas vraiment, mais quand tu as cette image d'une fille qui mène un peu tout, de bout en bout, que ça soit le pro, le perso, le sport, la musique aussi, enfin, tu vois? On laisse pas la brèche, d'une potentielle fragilité rentrer, tu vois? Pas du tout. C'est pas possible, Naël, elle gère, elle gérera. Bah, le corps médical les a un peu sensibilisés sur le fait qu'à mon avis, Naël, elle gérait plus trop à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ça me fait des frissons parce que ça me rappelle mon retour à la maison après ma césar d'urgence et ce moment où tu as l'impression de tomber de manière, inarrêtable dans une espèce de puits sans fond qui s'arrête jamais. Ouais.
et qui n'est pas vue par Mmh. l'extérieur parce qu'en fait, tu dois être heureuse et quelque part, tu l'es, mais Oui, tu es aussi hyper mal. Donc, exactement. et c'est cette dualité qui est pas bien comprise et pas vue. Euh, Toi, quel moment tu sens vraiment la bascule arriver Parce que je crois que tu vas toi-même aller chercher de l'aide, ce Oui. qui est extrêmement courageux, extrêmement fort. Il y a plein de femmes qui se rendent pas compte qu'elles vont mal. Non, mais très Mmh. sérieusement, hein. Euh, à quel moment tu te dis, OK, là, c'est plus possible, il y a quelque chose qui va pas, je vais mal. Parce que je sens ce gouffre que tu viens d'expliquer, je le sens, profondément. Les gens arrivent à la maison, je suis pas contente de les voir, j'ai juste envie de pleurer tout le temps, à me demander si j'étais prête pour être maman, à me dire que ma vie, en fait, elle a duré jusqu'au, moment de l'accouchement et que là, maintenant, je vais subir jusqu'à la fin. J'avais aucune perspective. Je suis d'une nature très enthousiaste et pour moi, les obstacles, c'est fait pour être sauté, pas pour s'arrêter. Et là, j'avais plus cette capacité de me dire: «En fait, au fond du tunnel, tu vas voir cette plus». Je regrettais tout, je faisais que pleurer, j'étais dans l'hypervigilance. Même les seules fois où il dormait, je n'arrivais pas à dormir. J'étais une chouette, je fixais le plafond, le mur, impossible Je de le dormir. regardais. Ouais. Et je sais pas, j'aime bien maintenant y apporter un peu plus de douceur quand même parce que j'y suis parvenue à sortir la tête de l'eau. Mais cette tension, heu, elle m'a permis aussi quelque part de commencer à mettre des mots sur ce qu'avait mon enfant et Oui, à m'inscrire dans ce rôle de parent un peu dans la difficulté qui est quand même, et ça je pense que plusieurs parents me rejoindront là-dessus, de se dire: «Je connais mon enfant, je suis en mesure de l'accompagner et de détecter quand ça va pas». Peu importe qu'en face j'aille, une armée de médecins, hyper, diplômés, mais en fait je sais que c'est pas normal. J'ai quand même noué une relation de 9 mois quand il était dans mon ventre. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et pourtant j'ai pas été écoutée, tu vois? ouais. C'est le lot de beaucoup de parents, même si je redis qu'il y a des professionnels formidables pour travailler tous les jours avec eux. Mais c'est vrai que j'ai vécu un parcours similaire au tien et beaucoup de femmes le vivent. On est la team parents RGO. Et c'est vrai que c'est... Alors RGO, c'est reflux gastro-œsophagien, pour ceux qui ne savent pas, qui peuvent être internes ou externes, contrairement à ce que peuvent dire certains pédiatres très médiatisés. Oui, le RGO interne existe. Existe? Mes deux enfants l'ont eu et vu les bruits de déglutition qu'ils font et Ah. l'œsophagie qu'ils ont eu, je vous confirme qu'ils existent. Euh, mais c'est vrai que c'est pas bien compris et on ne perçoit pas la fatigue, c'est-à-dire que ben, je vais quand même rappeler que tu as eu 17 points, Mmh. que tu as le corps qui cicatrise, que tu as besoin de convalescence et que tu as un enfant qui dort pas, donc tu ne dors pas. Que, à Oui. mon avis, il y a 2 ans, est-ce que ton mari avait déjà le congé des 28 jours? Non, mais par contre ça on s'était arrangé pour qu'il fasse, du mi-temps. Ouais, mais voilà, c'est quand même pas, il a été quand même Non. pas là à te soutenir logistiquement, émotionnellement Ah H24. si, non pas H24, mais Voilà, franchement quand non, il était là, il non, non, était mais je là. veux dire, ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir le congé de 28 jours quand t'as pas eu un premier enfant et que tu Ah as oui. ton conjoint ou ta Oui, oui. conjointe qui est là tout le temps, ça veut Mmh dire mh. qu'au moindre moment où tu flanches, la personne est Ah oui, disponible. C'est ça que je veux dire. complètement. Je parle pas de sa Ouais. volonté d'être à tes côtés, hein. Je parle juste enfin, matériellement parlant. Et ça, ça change beaucoup de choses. Comment Enfin, je pense que tu dois avoir l'image en tête le jour où, comment tu te sens et comment tu décides d'aller voir quelqu'un. Moi, au bout de 3 semaines, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois? Le petit, c'est pas normal, et je dois essuyer des phrases, mais des phrases d'une violence, Audrey. Oui, un bébé qui pleure, c'est normal, des gens qui le tiennent dans les bras pendant qu'il pleure, ben, pleure, ça te fera les poumons. Ah, Heu, Tu es une jeune maman, arrête, des médecins m'ont dit: «Vous êtes une jeune maman, c'est vous qui stressez votre enfant et il est dans cette étape à cause de vous». Et 8 semaines, il se fait hospitaliser le petit. Parce qu'à ah, force d'essayer de convaincre, de chercher, la peur aussi, parce que même si dans mes propos là, on peut sentir une certaine forme de déterminisme, mais quand même la peur de mener tout ça toute seule, ouais, bien tu sûr. fatigues. Moi, j'ai eu des phobies d'impulsion. Parfois, je me disais: «Mais est-ce que mon cerveau fonctionne?» Ouais, Tu vois? tu dis, est-ce que je suis folle? Hmm. Voilà, exactement. J'ai même eu des moments où je savais plus comment on appelait une fourchette, comment on appelait j'ai eu Hmm. des absences, et donc tu te dis: «Ouh là, est-ce que je suis vraiment en mesure de mener ce combat?» Mais je l'ai fait. J'ai sensibilisé le papa, il a été super, il m'a accompagnée là-dessus. On a commencé à en parler.
Sauf que les médecins auxquels on a commencé à parler n'étaient pas forcément très disponibles pour nous écouter. Et un jour, je me rappelle, ça a été le tournant, je suis avec une amie, j'ai la lettre dans la voiture, je vois des boutons qui commencent à apparaître. J'étais tétanisée entre purée, c'est encore quelque chose de nouveau qui arrive et que j'ai pas identifié, et de me dire: «Mais en fait, on va me répondre que, c'est normal, il a même pas encore 2 mois, laisse-le grandir». Et ma pote a été là aussi, mais une grosse dédicace à elle, elle se reconnaîtra parce que j'ai promis de citer aucun prénom, mais elle m'a dit: «Mais en fait, je m'en fous, on prend la voiture, on va aux urgences». Et il se fait hospitaliser pour 2 choses, RGO et infection urinaire. Maintenant, quand j'y repense, je me dis: «Mais il avait même pas 2 mois à peine, il a tellement dû souffrir». Il est hospitalisé, il confirme, RGO, et là, il confirme aussi, quelque chose d'un peu plus drôle, une allergie aux protéines de lait de vache. Eh Alors ouais. là, pour ceux qui connaissent pas et qui entendent ça: «Oh ça va, c'est juste du lait». Non, 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 le non, 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 lait et les protéines sont c'est partout. partout, c'est partout. C'est-à-dire, petite parenthèse et force à tous les parents qui sont là-dedans, tous les produits laitiers, donc le lait, la crème, les beurres, OK. Certains médicaments qui ont des dérivés Ouais. de voilà, des matières qui sont en dérivés de poils de mouton, de choses comme ça peut causer de l'urticaire. La Et moi c charcuterie. voilà, moi donc toutes les viandes rouges, pas de bœuf, Oui, pas alors attends, de parce que tu as les allergies croisées, mais tu as aussi des par exemple, tout ce qui est saucisson, et cetera. Certaines saucisses, en fait, ils utilisent, le lactose ou des protéines de lait, lait et donc en fait, quand tu regardes la compo, il y a marqué lait, ce qui est complètement tout fou à parce qu'en fait. fait, jamais tu vas te dire qu'il y a du lait dans la charcuterie. Non, Mais après, tu as raison, c'est qu'il y a toutes les allergies dites croisées et donc voilà. effectivement, il y a bœuf, il y a plein de choses, il y a maïs, Voilà, et donc moi, il est en plus APLV croisé. Donc tu te prends ça, tu as accouché il y a même pas 2 mois, hein. ouais. Tu Tu encore retournes tes dans le même points, tu hôpital, encore tes ouais, points, tu encore mal, toi, tu voilà, marches pas exactement, normalement, exactement. mmh. Et pendant ce temps-là, j'allaite, je sors de cette hospitalisation, c'est là où on me dit: «Mais non, c'est une position préférentielle et c'est pas du tout un torticolis qu'il a votre bébé». Et là, j'ai, cette fameuse, pédopsychiatre qui est top et qui m'a dit: «Écoutez, je sais pas ce qu'elle vous a dit, je vous fais une prescription, vous allez voir un kiné, il faut le faire maintenant». Donc tu sors de l'hôpital, tu te manges une hospitalisation qui a duré pratiquement 10 jours, enfin non, 6 jours exactement. Tu dois mener un autre combat en te disant, maintenant il faut le faire rééduquer. Tu dors pas, tu manges plus, aller prendre la voiture, c'est difficile, et Bah tu dois oui. maintenant aussi tout réaménager ton espace pour le faire travailler du côté où il ne se bougeait plus. Ouais, parce que qu'on comprenne aussi, c'est que RGO, pour, l'avoir vécu aussi, donc ça fait partie de nos points communs, nos super points communs. C'est aussi des enfants qui sont très, très difficilement transportables en voiture parce que la position dans les cosy fait qu'ils appuient sur l'estomac et donc ça leur crée des reflux mécaniques parce que ça vient, ils sont tassés un petit peu dans les cosy. Ils sont tout mous à cet âge-là en plus, donc Tout à fait. ils se replient sur eux et donc c'est des enfants qui hurlent en voiture, ce qui est très agréable à vivre. Donc tout est un calvaire et l'allaitement, quand tu as un enfant qui a des allergies, ça veut dire que Ouais, tu dois modifier ton alimentation. voilà. Moi, ce que je voulais te demander, c'est avant ça, c'est, est-ce que tu as pu être hospitalisée avec lui? J'ai pu être hospitalisée avec lui, et j'ai surtout eu la grande chance, grâce à ce médecin-là qui nous a accompagnés, de pouvoir faire un relais. Et là, je D'accord. risque de choquer certaines personnes, mais oui, en fait, pour que ton bébé aille bien, il faut que la maman et les parents aillent bien aussi. Bien Et sûr. vu que ça fait 2 mois et demi qu'on dort plus, en fait, je préfère être là 4-5 heures avec lui et faire le relais avec son grand-père ou son papa, mais les 4-5 heures, je suis totalement à fond avec lui parce que j'aurais dormi peut-être 4-5 heures juste avant, et ne pas être là en continu H24 parce que je l'aurais été pas d'une grande utilité, je pense. C'est ma vision. J'espère qu'elle sera respectée, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé, et qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout honte de dire que j'ai eu besoin d'un relais, de pas être tout le temps avec lui pendant cette hospitalisation. Mais tu sais, il y a beaucoup de parents de bébés préma, qui sont en néonat ou pré-néonat qui font pareil, hein, tu sais? Mmh. Il y a enfin, surtout les mères parce qu'en fait, on a besoin de récupérer donc tu pas du tout la seule à faire ça. C'est pour te rassurer. Hem et donc super, donc tu as pu quand même te reposer tout en étant avec lui. Ce que je veux dire, c'est qu'on t'a pas imposé la séparation, tu as pu faire un rythme qui te convenait. Ça, c'est super. Ouais, et c'est grâce à cette, médecin-là qui nous a très bien cernés et qui nous a accompagnés. Mais un point sur lequel j'aimerais rebondir, c'est l'allaitement avec les allergies Oui. alimentaires. Moi, j'en étais pas consciente. Ah, ils te l'ont pas dit? Non, ils me l'ont pas dit. Parce que juste avant cette hospitalisation, le seul médecin
qui nous a détecté l'œsophagite, c'est un médecin qui nous a donné du lait épaissi et c'était du lait de vache. Et j'ai dit, excusez-moi, j'ai vu que plusieurs RGO pouvaient être une origine allergique, pouvaient venir d'une origine allergique. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui mettre un lait sans protéines de lait de vache? On m'a répondu cette phrase, deux points, ouvrez les guillemets. Écoutez, madame, ça fait 25 ans que je travaille, je soigne des œsophagites. Vous, ça fait même pas 2 mois que vous êtes maman, donc laissez-moi faire mon métier. Et je repars aller chercher un lait qui a empoisonné mon bébé. Ouais. Et ça a été donné par un médecin. Donc là, à l'hôpital, on a dit on arrête ce lait-là, on change de lait. Et là, bon, il y a aussi un gros accompagnement à faire sur, je pense, le staff médical sur l'allaitement. Parce que quand on me fait peser mon bébé avant une tétée et après une tétée, aujourd'hui, il y a plusieurs ligues qui sont pro-allaitement qui montrent que ça ne veut strictement rien dire. Et moi, on me l'a imposé. Mmh. Euh, Il après, faut que les gens se rendent compte que quand on dit ça comme ça, on se dit: «Ouais, bon, d'accord, ça l'a un peu embêté». Non, remettez-vous dans le contexte. Naël, elle a eu 17 points, elle a le corps en vrac, elle a pas dormi, elle est elle est en dépression. épuisée, elle est en dépression, elle donne le sein. Allaiter quand ton bébé a 2 mois, tu es encore dans la phase de mise en place de l'allaitement, c'est difficile, c'est fatigant, et on lui demande de déshabiller son bébé, peser son bébé, le mettre au sein, donc elle a rhabillé et cetera, le redéshabiller, le repeser. Franchement, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Je dis juste ça parce qu'il y a des gens qui pourraient penser que, tu sais, c'est juste ennuyant, mais c'est hyper lourd et en termes de charge mentale pour toi, c'est hyper lourd, quoi. Et au-delà du fait que ça soit lourd, c'est que j'ai vraiment dû faire tout ça sous la contrainte. Oui, c'est Dans le ça. sens où, moi, je suis comme ça, je continue à lire, à énormément écouter sur ce sujet-là et tout, où je trouvais en fait des gens qui exprimaient ce que je ressentais. Et en fait, je savais que j'avais raison. Et pourtant, par rapport à une institution, eh ben, on écrase ta parole et on te dit, si, si, une pesée avant tété et après tété, ça fait sens. Écoutez, je travaille en puère depuis X années. Mais est-ce que tu as fait update sur tes contenus et tu as lu ce qu'aujourd'hui plusieurs professionnels disent? Tu peux rien dire en fait, tu es verrouillé. Et tu vois, ce sentiment de personne t'écoute, t'es, t'es enchaîné à une douleur physique, à une douleur psychologique, ça, c'est une image que je garde des débuts de ma maternité. Et qui a sûrement malheureusement dû, aussi te t'accompagner dans ta dépression quelque part. Oui, voilà, exactement. Et puis quand tu as un pédiatre qui donne du lait, qui empoisonne ton bébé, enfin, elle est où comment tu reconstruis un niveau de confiance? Quand tu as des gens qui te font peser ton bébé avant une tétée, après une tétée, qui te disent que non, le sein, c'est toutes les 2 heures, chronométrez-vous. À l'hospitalisation, il fallait que j'appuie sur la sonnette à chaque fois que je lui donnais le sein. Et on a laissé le papa, un soir où c'était le papa, parce que dans notre malheur, on a eu cette chance-là, c'est que Swan accepte de prendre le biberon à ce moment-là pour l'aider. Ça faisait pas 2 heures, ils l'ont laissé 90 minutes avec un bébé hurlant. Ils ont fermé la Ah. porte. Ils sont partis. J'ai un mari d'une patience louable. C'est la première fois où j'ai vu qu'il allait peut-être en venir à une situation où physiquement, il allait perdre sa patience et peut-être être très désagréable avec le corps médical. Ils ont fermé la porte. Attendez, j'aimerais juste que vous vous imaginez ça. Un bébé, quand ça pleure, comment c'est stressant. Un nourrisson, Un en nourrisson, plus. exactement. Tu as tout à fait raison. Un nourrisson. Non, désolé, ça fait pas 2 heures, le dernier biberon. Ils ont claqué la porte et ils ont laissé le papa avec un bébé hurlant. Ouais, 90 minutes. ouais. Donc moi, à partir de là, je sors de cette hospitalisation avec quelque part une petite victoire dans le sens où ça y est, ils ont mis un mot. C'est le même mot que moi j'ai mis. Je suis validée par le corps médical, mais Ouais. avec un niveau de confiance en ce fameux corps médical qui est proche de zéro. Et ces soucis-là avec le corps médical vont se répéter tout au long des épisodes médicaux de mon enfant. Moi, je sais qu'on m'a conseillé des probiotiques avec un dérivé de PLV. Et j'avais demandé 2 fois avant confirmation. La pédiatre m'a regardé en disant, oui, oui, mais j'ai très bien compris votre point. Non, il n'y a pas de PLV. Mon mari rentre de la pharmacie, il me dit, Naël, regarde, il y a des PLV dans ce probiotique, on ne peut pas le lui donner. Ouais, c'est un en fait, c'est un alors, déjà, une chose, c'est qu'on a une consultante en lactation du BCLC dans le comité scientifique de Wounded Woman avec qui on a fait un épisode sur sa propre césarienne, mais c'est une, professionnelle exceptionnelle et qui a décidé de quitter l'hôpital et l'area néonate pour accompagner les parents dans l'allaitement
parce que justement, elle s'est rendue compte à quel point ça manquait, à quel point les professionnels n'étaient pas assez formés. C'est une femme exceptionnelle. Je peux te dire que quand elle va entendre ça, elle va avoir des boutons. En plus, elle est présidente de l'Association française des consultants en lactation. Donc, si tu veux, c'est vraiment quelqu'un. Et donc, je pense que quand elle va entendre ça, elle va péter un câble. C'est évidemment totalement inadmissible. Surtout que je vais rappeler quand même tristement qu'on secoue les bébés, que des bébés meurent chaque année d'être secoués et que souvent la cause de secouement, ce sont les pleurs et que d'avoir laissé ton mari tout seul avec un nourrisson qui hurle, ben, c'est une mise en danger. Et ça, Mise en danger pour les deux, oui. c'est pas du tout acceptable, une mise en Mmh. danger psychologique pour ton mari et physique pour ton fils. Et ça, c'est pas du tout normal. Je vais quand même le rappeler parce que voilà, il y a des campagnes régulières sur ce sujet et il faut pas, enfin, c'est pas tabou. Un enfant qui hurle, c'est insupportable. Des pleurs du soir qui durent 4 heures, c'est insupportable, mais on peut trouver des trucs pour s'en sortir. Et c'est pas en claquant une porte, en laissant un papa dont c'est le premier enfant lui hurler dessus comme ça. C'est grave en fait. Euh, et c'est vrai qu'en plus, sur ces pathologies du RGO, c'est très compliqué parce que, en fait, les professionnels ne sont pas d'accord entre eux. Donc, comme ils ne sont pas d'accord entre eux, entre toi, ce que tu lis, de la littérature hein, médicale, mais peut-être qu'un des soignants qui te suit, bah, il ne va pas être d'accord avec ses écrits. C'est pas encore écrit dans le marbre. Donc, en fait, c'est très dur d'avoir un écosystème de soignants qui est bien formé sur ces sujets du RGO, des allergies. C'est vraiment difficile. Et, et- et naviguer en tant que parent, ça te demande d'être tout le temps confronté, moi je trouve, et c'est ce que tu expliques, c'est à la culpabilité permanente. C'est-à-dire, ah bah du coup j'ai pris la mauvaise décision. Ah bon, mais pourtant j'avais observé que, ah mais vous êtes sûr? Mmh. Comment tu vas te sentir parent confiant, quoi? Pleinement, oui, voilà, c'est ça. Et puis, un autre aspect lié au RGO et aux allergies, c'est que c'est pas visible de l'extérieur, tu vois? Donc, il lui manque pas un membre. Il a pas une brûlure au visage. Il a pas un ou alors un grand mot qui fait peur et j'apporte tout mon soutien à des parents qui traversent ce genre de situation, ou même pas des parents, des gens qui sont confrontés à ça, à une maladie peut-être sanguine ou cancer ou un quelque chose comme ça. Donc si pour eux, c'est que, entre guillemets, heu, un souci au niveau de l'estomac et des allergies alimentaires. Mais il faut vraiment, si je peux illustrer ça, s'imaginer quelque chose qui est sinueux et qui rentre par tous les trous. En fait, ça a tellement de conséquences. Ça a des conséquences sur des médicaments, ça peut avoir des conséquences sur des troubles de l'oralité, ça peut avoir des conséquences sur l'alimentation, des enfants qui refusent de s'alimenter, des phobies alimentaires, des enfin, c'est tellement vaste et donc je te rejoins sur le fait que déjà entre eux, ils sont pas OK et en plus, on a ce côté d'être, bah, classé dans le «c'est pas grave», alors que ça l'est. À partir du moment où un enfant souffre, à partir du moment où la cellule familiale est en souffrance, je considère que c'est grave. Bien sûr. Mais ça, et c'est le cas pour tout, en fait. À partir du moment où l'enfant est en souffrance, la mère, le père, la cellule familiale, même les autres enfants, quand il y en a, Mmh. je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu as déjà vu ta super sage-femme à ce moment-là, la sage-femme qui va aussi t'expliquer bah pour toi, pour ton corps? Parce qu'en fait, Moi, quand j'ai on j'ai s'obsède déjà vu. à essayer d'aider son enfant, on oublie un peu aussi de s'occuper de soi. Mmh. Tu l'avais déjà vu à ce moment-là? Je l'ai déjà vu à ce moment-là entre 2 et 3 fois. La première fois, elle m'a expliqué ce qui m'était arrivé suite à l'accouchement, les points, où est-ce que ça se situe, on a regardé ensemble et les 2 fois, elle m'avait demandé de venir pour un suivi avec le bébé. Et c'est elle qui m'avait encouragée, on parlait déjà d'œsophagite à ce moment-là et c'est elle qui m'a encouragée à m'écouter et c'est elle qui a eu une phrase qui me restera toujours en disant: «Tu vois, c'est toi qui avais raison, tu connais déjà ton bébé». Mm. C'est émouvant, ça, hein. Ouais, oui, je sais. Bah oui, mais bien sûr que tu connais ton bébé. Mais c'est tellement important de l'entendre. Exactement. Ouais. Et c'est aussi cette sage-femme qui va t'orienter, toi aussi, pour un suivi. Oui, C'est- ouais, ouais, elle m'a dit: «Il faut pas» enfin, elle nous avait déjà super bien préparés au fait que, bah, un accouchement, ça peut être magique comme ça peut ne pas l'être. Elle ne peignait ni tout noir ni tout blanc. Elle apportait toujours de la nuance et donc après tu te projettes en fonction de ce que toi tu vis au moment T, dans ce spectre lumineux qui peut être divers et à juste titre, elle m'avait dit: «Mais
enfin, elle nous avait dit pendant les cours de prépa: «C'est aussi possible de pas avoir ce crush, en fait, avec le bébé dès le début» et moi, c'est ce qui m'est arrivé, il a fallu attendre à peu près 3 semaines, tu vois, pour, que je sois vraiment, dans des gestes tendres ou des choses comme ça parce qu'entre le dé post-accouchement, l'entrée ici, les marques, le rythme, le manque de sommeil et en fait, si tu veux, cette hospitalisation, maintenant, je la vois aussi comme quelque chose de qui m'a encore plus rapprochée de lui. Parce que j'étais et franchement, j'ai pas honte de le dire, celle qui a sauvé mon petit, tu vois? Bien sûr. Voilà et donc après l'hospitalisation, je l'ai tenu au courant, on s'écrit encore aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un pilier. Ouais, ça a été très appréciable de pouvoir la revoir après et je ne savais pas d'ailleurs et je le dis qu'en fait, on a le droit en tant que maman d'avoir des sages-femmes qui viennent nous voir à domicile et si vous ne pouvez pas marcher, si vous n'avez pas de voiture, si vous avez aucun relais, en fait, vous êtes pas obligé de vous torturer à déplacer un enfant qui hurle ou vous, manque de fatigue, de prendre un risque en prenant le volant. Vous avez le droit à ce que des sages-femmes viennent à la maison et moi, je ne le savais pas. Ouais, absolument et c'est pas forcément votre sage-femme si elle peut pas, mais Ça. on peut trouver une sage-femme effectivement qui se déplace à domicile et ouais et tu as tout à fait raison, surtout dans des cas, et moi ça me tient particulièrement à cœur avec Wonder Woman justement, où on a des cicatrices, nous, physiques, qui font qu'on peut pas se déplacer et alors de surcroît avec le bébé qui a un RGO qui hurle ou pour X autres raisons est pas déplaçable et mieux chez lui. Hem, J'ai découvert ça, j'ai découvert les nurses de nuit aussi. J'ai pas encore d'avis là-dessus parce que moi j'ai pas franchi le pas, mais juste en fait, de savoir que c'est quelque chose qui existe, ben, je l'ai découvert quand j'étais en plein dans la difficulté. C'est drôle parce que hier je regardais, un reportage sur les institutions postpartum en Corée. En fait, c'est pris en charge par l'État qu'une personne vienne à domicile quand tu es sortie de la maternité et t'accompagne pour que tu puisses te reposer. Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe du bébé quand tu as besoin d'un relais, même si tu restes avec le bébé dans la même pièce, mais tu puisses prendre un thé, un café, te poser 2 minutes, et ça, c'est reconnu et c'est même aidé par l'État. ouais. C'est incroyable, hein, comment les cultures peuvent être différentes dans l'accompagnement des jeunes parents ou des parents solos dans leur rôle. Non, c'est sûr, on a beaucoup de progrès à faire comme, nos sages-femmes qui sont tellement en difficulté aujourd'hui en libéral, moi je sais que comme toi, tu vois, c'est pour mon deuxième enfant, j'ai dit: «Bah, cette fois je ferai venir la sage-femme à la maison et même en dehors des parties remboursées, je la ferai revenir si j'ai besoin», ce que j'ai fait. Donc oui, tu en payes une partie, ça reste très abordable, et quand j'en ai reparlé avec elle et que je lui ai dit: «Mais si vous aviez pas pu revenir 2 3 fois avec ces points justement, comment j'aurais fait?» Et elle me dit: «Mais en fait, je le fais, mais je gagne très mal ma vie». C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas assez de sages-femmes. C'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir assez de sages-femmes qui viennent à domicile nous voir, pour nous soutenir dans ces cas-là, il en faudrait plus et c'est tout un système, qui est bancal, en fait. Mmh. Et puis il y a un abandon sociétal aussi, de la mère. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça, qu'on revienne un petit peu sur, pour avant de parler du sport, sur, le fait que tu es une femme forte, que tu es une femme qui gère et que du coup, il y a eu une non-reconnaissance de ton entourage, y compris très proche, pas par, méchanceté, mais Mmh, du par vraiment, enfin non, enfin, n'ont pas compris, mmh. comment tu te sentais et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça et justement après ce que toi tu as mis en place pour aller mieux en fait et pour sortir de cette phase. D'accord. Moi, pour te répondre, je vais essayer de déconstruire un cliché en le présentant. C'est vrai qu'on a tendance à dire, que quand on devient maman, c'est un bonheur et ça l'est, mais c'est pas que ça, en fait. Et si on est prêt à entendre que c'est pas que ça, si l'entourage est prêt à entendre que c'est pas que ça, il sera d'autant plus disponible pour accompagner cet aspect un peu moins paillettes de l'accouchement et de la maternité. Et moi, c'est vrai que c'est sur cet aspect-là que mes proches n'étaient pas sensibilisés. J'ai une maman qui a eu des super accouchements, aucune difficulté, enfin, ça s'est super bien passé. J'ai la mère de mon mari, c'était aussi du bonheur. Donc, si tu veux, en plus, moi, en préparant mon accouchement, j'ai vraiment baigné dans ce côté-là très positif. N'étant pas, de nature à parler beaucoup quand ça va pas, j'ai pas non plus su, à mon avis, alerter quand j'en avais besoin. Donc, j'ai dû faire face à des réflexions,
d'amis ou de famille qui ne comprenaient pas que, étant devenue maman, je ne sois pas plus heureuse que ça, que je dépeins des choses, hyper négatives et presque j'alerte sur le fait, d'avoir un enfant ou de choisir de pas en avoir. Donc, je me confronte à une réalité qui est à l'opposé de ce qu'on m'a dépeint, une réalité qui me fait mal, une réalité où je souffre actuellement et où mes piliers historiques n'arrivent pas à me tendre la main parce que eux ne comprennent pas en fait. Et c'est vraiment sans aucun jugement de valeur derrière, ils ne comprennent pas. C'est comme si tu faisais parler deux personnes qui ne parlent pas la même langue. On arrivera à tout de suite identifier le fait qu'ils ne se comprennent pas. Et ben, c'est ce qu'on a vécu. Et dans cette difficulté, le médecin qui m'a diagnostiqué une dépression postpartum l'a dit aussi à mon entourage. Et quand ce mot a été posé, il est difficile à accepter, mais il m'a aidée à être comprise aussi. Il a fallu, ouais, et c'était à peu près au bout de combien de temps? En sortie de la première hospitalisation de mon enfant, Ouais, donc autour de 2 mois, 2 mois et demi, là, tu as eu, c'est ça. le diagnostic et ça t'a permis d'avoir justement un regroupement, en fait, de tes proches autour de toi et d'être plus présent? Oui, 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 ça, il y a eu un avant-après. Bon, qui s'est confirmé avec le temps aussi. C'est pas parce que le mot tombe que les gens font un 360 et que voilà. Il y en a qui n'ont pas accepté ce mot-là et qui se sont éloignés, qui sont revenus ou non après dans notre vie. Et il y en a qui ont dit: «OK, je vais avancer avec ce mot. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais été confrontée à une Naël, diminuée, heu, mais vas-y, je vais tenter». Et ces gens-là, oui, ils ont avancé avec moi. Ouais, parce que tu m'avais dit quelque chose de très fort et je pense que ça aidera beaucoup de femmes. De toute façon, tout ce que tu partages aujourd'hui, ça va aider énormément de femmes, énormément de familles. C'est, la dépression du postpartum, c'est pas pour les faibles. Oh là, oui, c'est, comment elle s'appelle? Laure Manodou aussi, cette na Oui, la nageuse qui en a oui, parlé. oui, c'est vrai. Voilà Exactement et et en plus, elle, c'était la hyper troisième. partie. Exactement. C'est qu'elle, en plus, c'était son troisième enfant, donc elle avait eu 2 Mmh. enfants, elle avait jamais eu ça. Mmh. Donc elle a dû, en plus, vraiment se demander ce qui lui arrivait, quoi. C'est exactement Mais ça, hein. ouais. Mais en fait, je pense que pour essayer de comprendre ça, il faut juste l'illustrer de la manière suivante. Quand on a quelqu'un, enceinte, pas enceinte, n'importe, qui est de nature à tenir un peu les chocs, on en construit une image qui va être figée dans le temps et qui va consister à dire que cette personne, elle est figée dans la force. Elle ne tombera pas. Elle est pas tombée, elle a toujours été plutôt bonne élève, elle a été très bonne sportive, elle se fait des enfin voilà, elle peut passer de plus enfin, c'est un vrai caméléon, elle passe partout, tout va bien, elle réussit, elle a pu mettre sa famille à l'abri, tout donc le cette personne, elle gère, c'est une étiquette qu'on va coller sur ces profils-là. Mais en fait, ces personnes-là, elles sont faites comme tout le monde, de chair, d'os, de cœur, d'émotions, de peur, de doute, de crainte et dans un contexte où elles sont en plus isolées, ça peut que péter, en fait et c'est ce qui s'est produit. Donc je tiens à dire que la dépression n'arrive pas qu'à des gens qui ont, un caractère peut-être un peu plus introverti ou qui sont peut-être, Ou des d'une manière antécédents, ou ou des des antécé antécédents ou qui sont peut-être d'une nature un peu plus fragile. En fait, la dépression peut taper tout le monde, ouais, et sur hommes comme femmes, hein. ouais. Il y a des papas qui font des dépressions postpartum, hein. Absolument, on avait fait même un atelier là-dessus en disant, dépression du postpartum de la mère et du père. Mmh. Enfin, ou du conjoint, mais en tout cas, de celui qui a pas porté l'enfant, qui a pas accouché, mais totalement. Et je dirais même que ce qui est encore pire dans la dépression du postpartum, c'est qu'en plus, comme il y a un lien quand même avec les hormones et avec l'accouchement, c'est en plus un état, enfin, tu peux pas le prévoir. C'est-à-dire que tu peux pas te dire: «Je vais tout faire pour que ça m'arrive pas». C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, ça va t'arriver, si quelque part, ça va te tomber dessus vraiment, quoi. Tu peux pas l'anticiper et ça, c'est quelque chose justement, comme tu dis, je pense socialement, qui est pas bien compris. Mmh. Et puis, et donc du coup, qu'est-ce que pour peut-être donner des petits conseils, Mmh. aux femmes, qui vivraient ça, qu'est-ce que tu as pu faire pour, aller mieux? Comment tu t'es sortie de cette dépression du postpartum? Et combien de temps ça a duré aussi? Alors moi, je vais te répondre, en 2 temps. La remontada,
pour utiliser un mot sordier, historique et sportive, c'est orchestré en 2 temps. Mais juste avant de te répondre, sur l'aspect hormonal que tu soulignes, c'est une explication, mais c'est aussi, un alibi. Ô combien de personnes ont essuyé, et moi la première, le côté de se dire: «Ah mais elle pleure, elle va pas bien, c'est les hormones, c'est le Ah baby blues». oui, non, non, bien sûr. Ah Oui, non, non, non! oui, oui. Faites bien la distinction que c'est pas parce que il y a une chute d'hormones que ça explique quoi que ce soit. Donc prenez ça aussi en compte, pour ceux qui sont amenés à accompagner ou vivre ça. Après pour te répondre, moi ce qui a tout changé, c'est quand il a commencé à dormir. Ah bah Heu, oui. à 8 mois et demi. Mais parce que, on a pu mettre en place un lait spécial qui a duré 1 mois, qui a été refusé, mais qui a marché. On a pu l'accompagner sur des positions beaucoup plus inclinées. On a pu mettre tout ça en place. Ça l'a aidé à descendre en tension et il a commencé à dormir. On a supprimé les biberons de la nuit petit à petit, il en demandait moins, et donc à 8 mois et demi, on fait un 180, on retrouve des nuits qui sont correctes, qui sont pleines à 8 mois et demi et qui sont hachées juste 1 à 2 fois à 6 mois et demi. Je me rappellerai toujours, c'est entre 1 et 2 biberons à 6 mois et demi et 8 mois, il y en a plus du tout. Donc là, merci, ça m'aide à avoir une, vision plus claire. Je suis plus en hypervigilance, j'arrive à me réalimenter correctement. Mais avant, ce qui m'a aidé à tenir, c'est un journal où j'écrivais les choses positives et je l'ai repris là avant qu'on se parle. Ce journal, tu le lis, tu vois café chaud. Oui, c'était une des victoires. Café chaud, douche, De plus régulière de ouais, plus de 30 secondes. et remonter les escaliers et en fait, je me le relisais, ce genre de choses pour tenir, pour dire: «Tu vois, il y en a de plus en plus. Plus tu tournes les pages, plus tu vois que tu écris des choses. 8 mois, il dort. J'ai un background, écrit où je vois qu'il y a des petites victoires. Je reprends le vélo d'appartement». Alors c'était 20 minutes, hein, quand tu parles à quelqu'un qui faisait 6 à 7 heures de sport par semaine. 20 minutes, mais j'y arrive. J'ai pas peur de le laisser à la nounou. Ouais. L'adaptation se fait bien. Il m'aide, en fait, mon fils, à repartir, à dire: «Maman, c'était difficile au début, mais regarde, je grandis, je prends mon rythme». Et en fait, tu vois, ce mouvement qu'il crée, et ben, moi, c'est un mouvement qui m'entraîne au sens propre comme au sens figuré pour reprendre les entraînements, pour reprendre le sport, pour reprendre ce corps qui n'était plus trop le mien et qui me réappartient. Et en fait, cette fenêtre mentale, elle s'ouvre et enfin, il y a de la lumière qui rentre, tu vois? Et là, tu te dis: «C'est bon, on est en train de recommencer un nouveau départ». Avant, dis-toi, je comptais les semaines, hein, sur mes doigts, je comptais. Je disais à mon mari: «Tu vois, là, on a passé 4 semaines, c'est bon, on est bien, on a 1 mois de plus. On passe 4 semaines, il a 5 mois». Et on comptait comme ça, hein. Ouais, C'est pas joli, on s'imagine pas ça, hein, quand tu deviens parent. Mais nous, on tenait avec un calendrier, quoi. ouais. Bah oui, parce que tu as besoin de tenir et que c'est extrêmement dur. La Ouais, pire des tortures, c'est le manque de sommeil. c'est le sommeil, c'est Ouais. exactement ça. Et en Donc plus, ce qui est dur, c'est que, tu vois, il y a des gens qui vont te dire: «Ah, mais moi aussi, je me réveille la nuit, je fais des insomnies». C'est très dur. Mais dis-toi que là, tu es réveillé par autrui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment où tu sombres dans le sommeil que le bébé te réveille. C'est tu le berces, tu le poses, tu te rendors, il te réveille. voilà, C'est c'est ça. et c'est très dur de pas détester son enfant aussi. Enfin, je veux dire, faut en parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, heu, il t'empêche de dormir. Enfin, c'est hyper dur et tu luttes toi-même contre des sentiments qui sont tu te dis: «Mais jamais je devrais ressentir ce genre de choses». C'est hyper tabou. Je comprends ce que tu dis, je le visualise et je l'ai plus ou moins vécu. Moi, j'ai pas eu de balade avec lui, ni de gestes tendres, presque pendant 1 mois. Ouais. Mais en fait, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait une douleur physique, j'arrivais, quand je partais dans des émotions un peu trop fortes négativement, à me dire: «En fait, il y a une douleur, il souffre». J'acceptais à partir du moment où on m'avait dit œsophagite, on me l'a dit avant, l'hospitalisation, j'arrivais à me dire: «Bon, il le fait pas exprès, il urine, il brûle». Enfin, tu vois, ça m'a Oui, oui, aidé en bien sûr. fait Mais de ouais, ouais. Ce que je veux dire, c'est que tu as des parents qui, même en sachant ça, c'est pour déculpabiliser des parents. C'est ah qu'en mais fait, tu as des complètement. parents qui, même en sachant, même en prenant sur eux, avec la durée, en fait, Ah avec mais le la durée, temps mais qui oui, dure, tout à fait. ça peut à des moments, tu passes de moments de grande euphorie avec ton enfant, Voilà, d'amour inconditionnel, à des moments où, bien sûr que tu détestes pas ton enfant, mais à des moments où, comme tu dis, tu peux avoir tu des regrettes. regrets, ouais, tu Oui, peux avoir des regrets parentaux parce totalement. qu'en fait, c'est extrêmement dur. Et Mais ça, oui, c'est ça pas entendu parce que ça mmh. dure Mais c'est parfois pas dit. très Comment tu longtemps. veux entendre quelque chose qui n'est pas dit? Comment tu veux entendre quelque chose qui n'est pas dit? La mère quand enfin la femme quand elle devient mère, elle est bloquée dans un schéma qui ne doit être que positif.
Ouais. Moi, je choquais mes amis quand ils venaient me voir en disant, quand j'étais à bout, je dis, mais réfléchissez avant de faire un enfant, parce que je n'ose pas leur dire, ne faites pas d'enfant. Ouais. Mais j'ai perdu des amis. Ouais, bien J'ai sûr. perdu des amis. Donc, je connais. Et puis, on s'est dit avec mon mari, oui, on peut comprendre que nerveusement, tu viens et que tu secoues ton enfant. Et On ben en peut fait, plus juger ces ouais. parents-là. Ouais. En fait, c'est très très dur ça. C'est qu'en fait, quand tu vis ces moments hyper durs où tu sens que tu pourrais passer au secouement, que tu ne fais pas, tu te dis, ah ouais, je suis capable, mon cerveau est capable de me dire, je pourrais aller jusque-là. Et en fait, ça fait très peur Ça parce fait que très toi, peur. tu sais qu'il faut pas le faire. Et Mm. d'un autre côté, tu dors pas et ton enfant hurle en permanence, tu es fatigué physiquement et tu dors pas. Et c'est là où les parents ont besoin d'accompagnement. C'est là où ils Voilà. ont besoin de soignants qui écoutent et qui t'accompagnent et qui t'aident. Parce que, bah ouais, à un moment donné, t'es pas un robot, quoi. Donc en fait, oui, c'est des parcours très durs. Et du coup, à quel moment tu penses que vraiment, pour donner un peu, alors le fait d'écrire, c'est formidable, hein, c'est quelque chose aussi qu'on conseille dans des ateliers qu'on fait, c'est justement de tenir un journal et quand on n'arrive pas, on vous dit, faut mettre choses positives de ta journée. Oui, Qu'est-ce qui s'est c'est bien exact. Oui, passé? Même un tout petit truc, comme tu dis, le café chaud, passer 5 minutes avec les rayons du soleil sur le visage, enfin, j'en sais rien. Mais c'est hyper, hyper utile parce que ça permet aussi de faire des rétrospectives. C'est génial comme conseil, donc merci pour ça. Et juste pour peut-être donner des petites clés, en se disant, OK, là, tu es en train de faire ta remontada. À quel moment, toi, tu as su, soit par le professionnel ou toi, te dire, OK, ça y est, c'est derrière moi? alors, je te dirais quand j'ai été en mesure de me dire, en fait, là, je reprends un boulot. Ouais, OK, j'ai plus de trou de mémoire, je me sens vive, et tout ça, c'est pas mon fils qui me l'a enlevé, c'est pas sa pathologie, c'est le fait, d'avoir été seule et en manque de fatigue, en manque de sommeil, pardon. C'est vraiment ces 2 choses-là qui m'ont fait vriller. Elles ont été amenées par tout ce que j'ai nié juste avant là, mais c'est vraiment ces 2 éléments-là. Donc à partir du moment où je les avais verrouillés et je les avais retirés de ma vie, et ben, je me suis sentie, je dirais pas comme avant parce que bizarrement, ayant traversé ça, je me sens encore plus forte. C'est très paradoxal, mais je me sens hyper forte. Maintenant, le non, je le dégaine très facilement. Pédiatre, pas pédiatre, en face de moi, si c'est non, c'est non. Enfin, ça m'a apporté énormément de force, de résilience. Avant de me faire tomber, déjà, avant, c'était un peu difficile, mais alors maintenant, c'est encore un peu plus difficile. Donc, ça a été presque, enfin, je sais que je l'ai entendue, cette phrase, elle ne me parlait pas avant, mais ça a été une renaissance. Cette ouais. difficulté, ça a été une renaissance. Ouais, parce que ça t'a poussé dans tes plus profonds retranchements, hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça a été, si je devais synthétiser, j'en dirais trois des petites pousses. Ça a été le carnet. Ça a été, mais ça, c'est une règle que j'ai avec mon mari, la discussion non tabou. En fait, dire je regrette, j'ai envie d'avoir un geste brusque, ma vie, elle est foutue, de pas avoir peur de dire ça. Ça sous-entend aussi que l'autre est assez solide pour l'accueillir en étant fatigué. Pas toujours, mais en Et fait, vice-versa, et voilà, vice-versa. et Mm. vice-versa, tout à fait. Mais en fait, si tu sais qu'avec la personne la plus concernée sur le projet de l'enfant, tu es transparente et en fait, elle sait te lire. C'est-à-dire que si tu vrilles, elle sera là aussi pour te rattraper, tu vois. Et après, ça a été de reprendre ma connexion avec mon corps via le sport. Ça, c'était un accomplissement, enfin, génial. Génial. Et tu vois, pourtant, je cite pas le retour au travail. Ouais, et le sport, avant de finir l'épisode, on peut en parler un petit peu. Mm. Donc toi, tu faisais de la danse à haut niveau et tu avais dû faire une pause pour tes études, etc. Et c'est vrai que c'est toujours dur quand on doit arrêter un sport dans lequel on est autant impliqué. Du coup, qu'est-ce que tu as repris après donc, la naissance de ton fils et qui te fait du bien aujourd'hui et comment tu as choisi ce sport-là? Enfin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Alors, bon, ça a commencé par des toutes petites séances de vélo d'appartement prêté par ma maman, mais ça a été le début de la reprise. Ensuite, j'avais pas confiance en mes appuis parce que le fait d'être immobilisée et tout, visuellement, ça m'avait un peu fait peur, tu vois, de reprendre des choses avec impact ou saut ou course. Donc, je suis allée à la natte, enfin, j'ai repris la natation. Ça a fait travailler le cardio. Le cardio m'a fait tenir la durée et la durée m'a donné confiance sur l'impact. Donc après, j'ai repris ce que je faisais avant, c'est-à-dire aller à la salle. J'ai adapté mes séances.
J'ai fait une grosse en plus de mes séances de rééducation, je suis allée chercher des exercices spécialement pour aller muscler cette partie-là, que j'ai intégré dans ma routine de sport et ma première course, je l'ai refait en mai dernier et les médecins m'avaient dit que de toute façon, suite à mon accouchement, c'était un sport que je pourrais sûrement pas reprendre et en surpoids, en sortie de postpartum, j'ai quand même fait un chrono de 33 minutes aux 5 kilomètres. J'en suis pas peu fière. Ouais, c'est génial. Oui, parce que ça, c'est aussi un sujet, le poids. C'est qu'en fait, on a quand même été enceinte. En plus, quand les allaitements se mettent pas bien en place, on peut aussi prendre du poids. Ou même d'ailleurs, quand ils sont bien en place, il y a des femmes qui prennent du poids pendant les allaitements. Et c'est vrai que quand tu as été sportive, que tu as été handicapée comme ça par tes cicatrices et qu'en plus, tu as du poids à perdre, donc en fait, qui peuvent peser sur tes genoux, etc., bah, je trouve que c'est encore plus dur, quoi. Parce que toi, tu as conscience du chemin encore à parcourir pour retrouver du niveau. Et il faut sacrément, du coup, mentalement, soit être accompagnée, soit être forte, quoi. Parce que c'est dur d'être confrontée à des mini petits échecs quotidiens quand déjà tu te sens dans l'échec permanent. En fait, c'est tout à fait ça et le sommeil aussi n'aide pas à Ah bah oui. perdre, tes kilos. Après, c'est parfois pas du tout un but, hein. Il y a des gens, enfin, il y a des personnes qui ne cherchent pas forcément à perdre, voilà et qui acceptent le changement de leur corps. Moi, je viens d'un sport où on est dans l'hyper contrôle physique. Déjà de voir la transformation pendant la grossesse a été difficile, mais une fois de se dire: «Ben, j'ai accouché, je vais pouvoir reprendre». Là, il y a eu un gros blackout de presque 9 à 12 mois, donc où j'ai pas pu reprendre. Quand j'ai repris, je partais tellement de loin, je me suis dit: «Mais je vais jamais y arriver». Là, il va avoir 2 ans, il me reste encore 5 kilos, mais j'ai dû changer tout, en fait. J'ai changé mon rythme alimentaire, j'ai changé mon rythme de sport, je peux en faire moins, donc il faut que j'optimise un maximum. Tout ça, c'est aussi un effort, tu vois? Ouais. Ça a vraiment été une renaissance sur plein d'aspects. Non, mais je voulais dire le poids, pas dans le fait de le perdre, dans le fait que quand, par exemple, tu pratiques la course à pied, ben, Oui, avoir des kilos en trop, ça pèse sur tes tu le sens, articulations. C'est ça que je veux dire. tu C'est le qu'à sens. un moment donné, même sans vouloir perdre beaucoup de poids, faut quand même que tes genoux ils soient Et pas puis impactés c'est par ça. ta prise de poids. C'est ça que je voulais dire. C'est très vrai. Mais où moi j'ai pris cet angle-là pour te répondre, c'est que, je l'ai entendu ça. Mais Ah ça va, de toute oui. façon, tu as eu un enfant, tu retrouveras jamais ton physique et ta condition sportive d'avant. Ah bon? Bah, attendez. Je pars du principe que quand on commence à me dire non, les né je rentre en négociation, donc c'est parfait, en fait. Mais Et, ouais. ouais, et je crois que tu as fait une course récemment, non? T'as pas fait. Voilà, Oui! je voudrais qu'on termine là-dessus quand même. J'espère qu'on pourra en faire une ensemble, d'ailleurs. Oui, avec grand plaisir. Oui, là, j'ai plus peur, en fait, maintenant de me dire, ben, oui, j'ai pas les chronos d'avant, j'ai pas, le même physique, j'ai pas les mêmes foulées, j'ai plus ça et en fait, ça m'a appris, aussi à m'orienter vers un sport plus dans le ressenti et dans l'émotion que dans les métriques. Et là, tu retrouves, voilà, mon pendant, d'ancienne, sportive, mais dans les métriques, dans les mesures, dans le nombre de calories brûlées, dans le nombre de montées en puissance du battement cardiaque, enfin, tu vois, tout ça, tu l'oublies. Tu es dans le ressenti. À chaque début de course ou de gros événements sportifs, je me répète ce que les médecins m'avaient dit, que je ne pourrais plus le faire. Et en fait, il y a un plaisir que je mesurais pas avant, que maintenant je mesure. J'ai changé un peu de mes métriques. Et donc oui, la dernière fois, bah, j'ai couru avec ma sœur, pas beaucoup, hein, c'était pas une grosse course. Je vise un 10 kills quand même, reprendre les 10 kills me ferait très plaisir. Mais oui, avec ma sœur, ma cousine, c'était pour une cause qui me tient à cœur, c'était pour la recherche contre le cancer du sein. Enfin Oui. voilà, il y a plein d'aspects où maintenant, le sport a pris une dimension presque symbolique, alors qu'avant, il était purement, métrique et dépassement de soi, sans contextualiser, ce qu'il pouvait jouer sur l'aspect psychologique, tu vois? Ouais. En fait, moi, j'avais pas mal travaillé sur la reconstruction par le sport et en fait, c'est pour ça que tu sais qu'on avait organisé à la Parisienne le 10 septembre cette course des résilientes où bon, il y avait Stéphanie en fauteuil, mais il y avait 30 femmes résilientes qui avaient toutes eu à un moment donné des cicatrices physiques ou psychologiques et pourquoi? Parce que c'est la symbolique, alors d'autant plus pour une sportive comme toi, mais c'est la symbolique de l'alignement entre le corps et l'esprit sur un objectif donné. Et tu vois, ça m'émeut, presque aux larmes parce que, c'est quelque chose quand on vit tout ça, qu'on peut pas vivre et le sport nous donne à un moment donné
cette réalité d'alignement et de pas de performance, mais de réussite dont on a Voilà. besoin pour se reconstruire psychologiquement. Et franchement, je te remercie pour les échanges qu'on avait eus avant notre avant le podcast, parce que, tu l'as vécu dans ta chair et ça fait partie de ta reconstruction aussi. Donc on va se retrouver pour les prochains 10 kilomètres. On va Allez, refaire on une fait ça. course ensemble. Pour terminer l'épisode, donc tu nous as déjà donné 3 petits tips là pour le suivi, sur la DDP, dépression du postpartum, DPP pardon. Heu, Si tu devais donner, un conseil phare en fin d'épisode aux femmes, qui ont vécu, les mêmes difficultés que toi, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est une question évidente, ça. Je sais même pas s'il y Tu en peux en a donner plusieurs, hein, si tu en as plusieurs forcément. en tête. Ouais, peut-être plusieurs. Alors, on me l'a dit, j'ai pas su le faire, mais pourtant maintenant que j'y arrive, je sais ô combien c'est puissant de savoir, nous écouter. Ouais, Quand on sent qu'un professionnel en face a raison ou a tort, eh ben, on le sent et ça suffit. Il y a pas besoin de justifier. On s'arrête. On n'est pas dans une justification. Vous avez ressenti ça, vous avez vécu avec 2 cœurs pendant 9 mois. Il y a personne qui peut venir sous-entendre que vous avez peut-être pas raison. Être dans une position d'écoute, de vouloir toujours faire mieux et tout, je le comprends. Mais en fait, écoutez-vous. Et si vous vous sentez bien, vous y allez. Et si vous ne sentez pas ce qu'on vous dit, eh ben, vous n'y allez pas. Peu importe qui vous avez en face. Ça, c'est le premier. J'y travaille tous les jours, mais quand j'ai su le faire, ça a vraiment changé. D'ailleurs, les hospitalisations qu'a pu avoir mon petit ont totalement changé par rapport à cette attitude que j'ai pu avoir. Le deuxième conseil, et c'est aussi quelque part un hommage que j'aimerais rendre à tous les parents solo, c'est ouais, soyez entourés. ouais, je suis d'accord. Et entouré ne veut pas dire de n'importe qui, ne veut pas dire de beaucoup de personnes forcément, ne veut pas forcément dire tout accepter parce qu'ils sont disponibles. C'est vraiment entourez-vous bien en termes de quantité, mais de qualité des personnes. Ouais, J'ai un profond et un incroyable respect aux parents solo. moi aussi, pareil. C'est des héros, ces gens-là. Et le troisième point, et là, ça rejoint ce que toi tu disais, cette dualité permanente. Vous avez le droit de vous prendre des moments, que ça soit vous enfermer dans la salle de bain avec votre téléphone, ou partir au spa, peu importe les goûts de certaines, sans votre enfant. Et vous n'êtes pas un mauvais parent. Vous n'êtes pas un mauvais parent si vous faites ça. Vous êtes un parent qui est conscient que ses batteries sont faibles et pour que son enfant soit au top, il se prend le temps de rebrancher à la source pour que ses batteries soient pleines. Vous n'êtes pas un mauvais parent, vous êtes un parent hyper conscient. Ouais. Ah, c'est fort. Moi, j'aimerais quand même dire, que tu t'es impliqué avec les soignants, à l'hôpital près de chez toi, pour sensibiliser à tous ces sujets-là. Donc ça, déjà, je voulais le souligner parce que ça fait partie de ta résilience et ta transformation. C'est hyper important. Bravo pour ça. Je te remercie pour, ta confiance et tout ce qu'on a partagé, aujourd'hui qui, bah, moi, personnellement, me touche énormément parce que je me reconnais beaucoup dans ton vécu, donc ça m'a mis des frissons tout le long. Je voulais quand même terminer par une dernière question. Est-ce que tu es fière de toi? Je pense que je peux le dire, oui, je suis fière de moi. Ouais, ça, c'est important de se le dire aussi. De toi en tant que mère, en tant que femme, en tant que sportive, c'est important. Mm. Mais ouais. Ah et c'est normal d'être émue. Moi aussi, ça m'émeut pour toi et ça m'émeut pour toutes parce qu'en fait, on passe par des phases tellement difficiles. Heu, Écoute, si on veut t'écrire, s'il y a des personnes qui veulent rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Alors moi, je suis une archi fan de LinkedIn. Ouais, Du coup, c'est toujours entre le pro et le perso. Maintenant, c'est devenu un canal qui, pour moi, vu que je l'utilise un peu pour tout. Mais oui, LinkedIn, je réponds hyper vite et j'ai plus le réflexe LinkedIn que message ou mail. OK, donc je mettrai ton LinkedIn dans les ressources. Ok. S'il y a d'autres ressources aussi, sur tout ce qu'on a pu aborder, on vous les mettra, dans la description de l'épisode au sujet de la dépression du postpartum, du RGO. Tu avais mentionné dans le pré-épisode, les maisons vertes. Ça, je le redis parce qu'il y a le réseau des maisons vertes en France. Alors, il y en a pas partout, mais il existe. Donc c'est pareil, je remettrai la ressource.
et en fait, je suis en train d'essuyer mes larmes parce que je suis un peu émue. Et voilà, donc en tout cas, merci beaucoup Naël pour cet épisode. Merci, On te souhaite plein de belles choses et merci d'avoir partagé, toute ta force. merci beaucoup. On se dit à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de soutenir toutes les femmes qui vivent la même chose qu'a pu vivre Naël. Vous pourrez retrouver l'épisode sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, TikTok, et le retrouver aussi sur YouTube. Alors n'hésitez pas à aller mettre un message et puis peut-être 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes d'écoute. Ça aide le podcast à se faire connaître. Aujourd'hui, c'est une activité bénévole qui prend beaucoup de temps mais que je fais avec cœur puisque c'est le seul endroit, vous me le dites vous-même, vous pouvez partager toutes ces expériences et je sais combien ce podcast vous aide, quel que soit votre parcours de femme avec des cicatrices. Alors merci pour votre soutien et si vous avez besoin de conseils en parcours de soins ou d'une lingerie spécialisée, eh bien on se dit rendez-vous sur woundedwomen.fr.